Bon, très bien. Écoutez, merci beaucoup. Je vous salue toutes et tous au nom du cercle franco-allemand de Sciences Po. Je suis très heureux ici de vous accueillir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici. Je vais être bref. Je voudrais juste dire un tout petit mot en préambule pour remercier déjà celles et ceux qui nous accueillent dans cet espace magnifique qui est riche de sens puisque c'est la maison commune franco-allemande du Land de la Sarre et du Grand Est. Et je remercie donc Frédéric Cadet, qui est la directrice de cette maison du Grand Est. Nous avions déjà eu des discussions avec Agnès Rapan-Lapace, qui est au cercle des Suisses, et puis Karl Tirolion, qui est membre du bureau du cercle franco-allemand et qui est aussi directeur du bureau du Land de la Sarre, ici à Paris. Voilà, c'est, je pense, un symbole assez riche de sens d'avoir cet accueil dans cette maison commune franco-allemande. Alors maintenant, je voudrais saluer très chaleureusement tous nos invités, au premier rang desquels Pascal Perrineau, qui est un politologue expert, mais qui est aussi là en tant que président des alumni de Sciences Po, que je remercie à double titre parce qu'à la fois, il nous apporte son éclairage et sa compétence, mais il a aussi soutenu ce projet qui a été validé par le conseil d'administration de renaissance du cercle franco-allemand de Sciences Po, qui n'avait plus d'existence depuis de très très nombreuses années. Et il s'agissait de réveiller une belle endormie, et c'est ce que nous allons faire. Alors autour de lui, des experts, et je les remercie encore de leur présence, Michaela Wiegel, qui est la correspondante ici à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, Tom Schneider de l'ARD et Pascal Thibault de RFI, venus de Paris pour Pascal et Michaela. Et je voudrais remercier aussi très spécifiquement Tom et Pascal qui sont venus spécifiquement de Berlin pour nous ce soir, et vraiment je les en remercie. Voilà, alors le timing, il est parfait, je les remercie parce que nous sommes dans un moment clé. Si vous avez suivi, il y a un Sonderungsvertrag qui sont les premiers pourparlers de coalition qui datent de vendredi dernier. Aujourd'hui a commencé les discussions autour du pacte de coalition lui-même. Et donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est finalement au cœur de l'actualité. On aurait pu avoir beaucoup de choses encore floues et nous avons déjà des premiers contours. Je voudrais également remercier nos partenaires fiduciaires légales et au premier rang desquels vraiment leur président Philippe Jonal, puis Marion Lingot, associé, qui est ici présente, qui nous a aidés dès le début, qui a été le partenaire moteur, je dirais, de cet événement de ce soir et qui permet d'organiser cet événement dans les meilleures conditions. Et puis, je voudrais dire un petit mot de Sciences Po également, notre école, et remercier toutes celles et tous ceux qui ont été au démarrage de ce projet, au premier rang desquels Bernard Elboul, des alumni qui est ici présent, sans oublier Camille Atagani, qui coordonne les cercles internationaux et qui nous aide ce soir, et sans oublier Alessandra, Lorraine et Julie de l'association qui sont là. Un tout petit mot très rapide sur ce cercle franco-allemand. L'idée, c'est quoi? C'est de réanimer le franco-allemand et que Sciences Po ait sa place, toute sa place dans ce franco-allemand avec notre premier partenaire, à la fois pour nous, pour les alumni, mais aussi pour les élèves. Et ça, c'est très important. L'idée, c'est d'abord de capitaliser sur ce qui a été fait, parce que ce cercle existait, n'avait plus vraiment d'activité et d'existence. Et on souhaite aussi dynamiser les liens. Et je leur fais un coucou très, très amical à Nancy, parce que l'idée, c'est qu'aussi, ils sont dans l'amphithéâtre Berlin, plusieurs centaines d'étudiants qui sont avec nous en direct, et vraiment, je vous salue, je vous remercie. L'idée, c'est qu'on voit aussi comment ce cercle peut, avec vous, vous aider à vous intégrer, à être un lien, un facilitateur dans le microcosme franco-allemand. Voilà, et l'idée, c'est de faire vivre une communauté franco-allemande de Sciences Po. Alors, il y aura des événements, des conférences en matière économique, en matière politique, mais aussi des événements sur la société civile, et puis des événements conviviaux, des Stammtisch, des élèves peuvent partir à Vienne pour un week-end. Enfin, voilà, on a plein d'idées. Il va falloir juste gérer les idées, et ça, je n'en doute pas. Voilà, je voulais enfin remercier toutes celles et tous ceux qui m'ont aidé dès le début, à savoir mon bureau, bien sûr, le bureau de ce cercle franco-allemand, François Laval, qui est en direct avec nous, qui est directeur de Sciences Po Nancy, qui est également membre du bureau, mais également Odile Auvray, Isabelle Delaunay, Arnaud Béchet, qui est là, Eric Komzatski, qui est là, également du Persora, et Karl Tirolion aussi, qui nous accueille ce soir. Voilà, j'ai oublié personne. Donc, on va commencer sans plus tarder notre débat pour des questions de logistique.
Déjà, donc, si vous voulez poser des questions, on a déjà un certain nombre de questions qui ont été préparées. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à les poser par le chatboard. Arnaud va les collecter et ça permettra de les retranscrire à nos invités. Pour des raisons pratiques, je vais vous demander de fermer maintenant les micros, bien évidemment, pour ceux qui seraient en Zoom, de fermer également d'éteindre vos portables et de ne pas vous connecter au Wi-Fi local parce que ça gênerait la retransmission. Voilà, c'était un pari audacieux d'organiser en si peu de temps, parce qu'on a eu la validation du conseil d'administration en septembre, un événement. Je suis très heureux que nous ayons pu le faire. Nos invités sont là, vous êtes là, en présentiel et en Zoom et sans plus attendre. Je cède la place à Pascal Carino qui va nous introduire ce débat. Merci encore à toutes et à tous. Merci beaucoup, cher Denis Salusier, d'avoir réveillé cette belle endormie qu'est le cercle franco-allemand. Et je m'interroge toujours pour savoir pourquoi c'était devenu une belle endormie, véritablement, alors que les enjeux franco-allemands sont décisifs à la fois pour l'avenir de nos deux pays et pour l'avenir de l'Europe. Et donc, merci d'avoir participé à cette renaissance et merci de faire partie de ces amis qui sont attachés à leur association et jouent un rôle d'animation de ce réseau, pas simplement sur Paris et l'Île-de-France, mais à l'international, ce qui est tout à fait décisif, et au plan local, puisque moi je suis très content qu'on soit dans une maison qui ne soit pas Sciences Po, qui soit la maison de deux régions, ma région, le Grand Est, là où je suis né, et la région de la Sarre, que je pratiquais beaucoup quand je vivais enfant dans cette région de la Lorraine qui m'est chère. Très content également de participer à un événement qui revient du distanciel au présentiel, et d'être là devant de vrais visages, de vrais gens, maintenant. Ça fait vraiment plaisir, tout en maintenant, en effet, ce lien essentiel avec la jeune génération des étudiants. Ça n'est pas si fréquent que cela, que nous fassions un événement dans lequel il y a à la fois pas la génération montante et la génération descendante, pour ceux qui descendent, et trop agréable pour ceux qui montent, voilà, mais d'avoir une approche un peu intergénérationnelle qui est décisive, parce que les alumni, c'est aussi ces anciens qui seront anciens demain, qui sont les étudiants qui sont sur le site et sur un de nos sites de région les plus vivaces sous l'autorité de François Laval, à savoir le site de Nancy. Et puis bonjour à toutes celles et à tous ceux que nous avons en Zoom, qui sont nos publics captifs, j'allais dire presque maintenant depuis un an. Alors, nous allons aborder, je ne vais pas vous présenter à nouveau, puisque vous avez été présenté, aborder avec nos trois amis l'enjeu la question des élections en Allemagne et des nouveaux enjeux de la relation franco-allemande. Alors, on va procéder en trois temps. On va faire d'abord un léger retour, puisque tout le monde n'est peut-être pas complètement au courant de l'ampleur et surtout de l'interprétation qu'il faut avoir des reclassements électoraux qui ont été importants en Allemagne. Ensuite, dans un deuxième temps, nous réfléchirons à la nouvelle donne, au New Deal, qui est issu de ces élections et qui fait que l'Allemagne va être dirigée par un gouvernement tricolore, et nous essaierons d'interpréter dans un troisième temps ce que cette inflexion de l'axe politique du gouvernement allemand peut donner en termes d'impact sur la relation franco-allemande. Alors d'abord, et je ne serai pas trop bavard, les dernières élections. Les dernières élections, elles sont assez comparables quand on regarde l'élection de 2017 et l'élection de 2021 en termes de participation. C'est important, la participation a été à peu près la même. Les Français devraient, j'allais dire, en prendre de la graine, parce que nous sommes loin de ces taux de participation, à plus de 76%. Ça prouve que voilà, la population électorale allemande est toujours intéressée par l'avenir de sa démocratie, ce qui me semble plus tout à fait être le cas des électeurs français quant à l'avenir de la leur, puisque nous boudons les urnes, on est proche des Suisses maintenant.
Alors, les Suisses, ça va parce que c'est une démocratie du consensus, mais dans la démocratie du dissensus, qui est la nôtre, ça pose peut-être davantage de problèmes. Alors, moi, ce qui m'a, en tant qu'analyste électoral, frappé, c'est un relatif paradoxe. Tout le monde disait, les enquêtes étaient là pour montrer que la chancelière Angela Merkel continuait à bénéficier d'une popularité peu commune après la durée du pouvoir qui était la sienne. Et pourtant, les forces qui l'ont soutenue se sont presque effondrées. C'est le score dans l'histoire électorale de la CDU et de son allié CSU, c'est le score le plus faible que l'on ait jamais rencontré. En effet, la CDU se retrouve à 18,9%. Elle a perdu presque 8 points en une législature. Et la CSU a perdu un point, une force d'acclame. Donc la CDU a tout de même connu un phénomène d'érosion. Il y a un relatif paradoxe. Alors ensuite, on va s'efforcer de l'éclairer, d'expliquer. Mais il y a un relatif paradoxe quand on connaît, comme s'il y avait une dissociation d'Angela Merkel et de sa famille. Ça, c'est le premier point qui m'a frappé. Le deuxième point, c'est le retour dans un contexte où tout de même l'Europe est à droite. Les gouvernements européens sont à droite dans leur immense majorité, et l'Allemagne semble explorer une autre voie avec un retour, je ne dirais pas en force, mais un retour significatif de la social-démocratie qui, au cours de la législature, a pris 5 points, un peu plus de 5 points, 5,2, et avec surtout des alertes qui ont pris presque 6 points au cours de la législature. Là, on a 2 axes de la coalition actuelle, qui sont des axes, en effet, qui ont bénéficié d'une véritable dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire sur la société allemande? Est-ce qu'il y a un certain tropisme progressiste, comme ça, qui ressaisit la société allemande, sachant que le partenaire le moins progressiste, le SDP, n'a connu qu'un frémissement, 0,8%, par rapport à la dernière consultation de 2010. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne joue pas un rôle important, c'est le fameux rôle de parti charnière dans les coalitions allemandes. Alors, les Français, on va dire ce que c'est. Il suffit de se souvenir de la 4e République, et on comprend très bien ce que c'est qu'un parti charnière. Voilà. Et puis, dernier point qui a réjoui beaucoup de Français, les titres étaient excessifs, d'ailleurs, titrant l'effondrement de l'AfD. Comme si la France se disait, si ça se passe en Allemagne, ça va se passer bientôt. Quand vous regardez, il ne s'agit pas d'un effondrement. L'AfD a perdu 2,3% des suffrages. Ça n'est pas une disparition du paysage, surtout dans certains secteurs, particulièrement des régions de l'Est de l'Allemagne. Cependant, qu'est-ce que ça dit de la société allemande? Surtout que l'autre extrême, ça me dit, l'autre extrême a connu, lui, une vraie perdu. Lineker a perdu 5 points. Il retourne à des scores qu'il connaissait au moment de sa naissance. Donc là, on a une désextrémisation, permettez ce mot-logisme, de la société allemande. Est-ce que vous partagez un peu ce diagnostic? Comment expliquez-vous cette même un électorat allemand qui a remué les meubles, qui a secoué un peu le paysage politique allemand? Et je vais vous demander d'abord, Michaela, de donner un peu votre opinion. Ensuite, je passerai la parole à Tom et à Pascal pour qu'on continue ensemble cette exploration du nouveau paysage politique. Alors. Oui, merci beaucoup Pascal, merci beaucoup à tous ceux qui ont organisé cette soirée. Je suis vraiment particulièrement heureuse d'être là et de rentrer tout de suite dans le vif du débat brillamment introduit par Pascal Perrineau. Alors effectivement, on peut, comme observateur qui comme moi a le privilège d'être depuis 5 ans presque à Paris, trouver que l'Allemagne d'un coup est en train de changer. Alors, je proposerai une lecture un peu différente, une lecture de cycle électoral, et effectivement un cycle électoral qui n'est pas en harmonie avec notamment la France, mais qui est propre à l'Allemagne. Et je trouve ce qu'on voit aujourd'hui,
C'est un phénomène assez semblable à la fin de Merkel, 16 ans. D'ailleurs, on ne sait toujours pas si Angela Merkel va battre le record de Helmut Kohl. Ça dépendra si la nouvelle coalition arrive à atteindre l'objectif fixé aujourd'hui d'avoir l'élection du nouveau chancelier le 6 décembre. En ce cas-là, c'est Helmut Kohl qui reste gagnant. Sinon, effectivement, Angela Merkel battra le record de longévité. Mais pour revenir à ma thèse, donc je crois on était dans un contexte de fin de cycle, une ère très longue. D'ailleurs, toujours admiré comment ces Allemands réélisent autant de fois un chancelier, une chancelière. Et à chaque fois, à la fin d'un cycle, normalement, on avait envie de changer un peu. Pas trop, mais changer un peu. Et je dirais même que l'envie de changement à 98, donc le dernier changement, était plus grand. D'ailleurs, la SPD, le leader, avait une avance sur la CDU beaucoup plus importante, 6 points, que cette fois-ci. Cette fois-ci a joué, à mon avis, fortement la question de l'héritage. Et vous avez tous vu, parce que d'excellents correspondants vous l'ont montré, ces affiches électorales où Olaf Scholz prenait la pause avec, j'essaie de limiter, je ne sais pas si on me voit sur Zoom, avec la Raute d'Angela Merkel. Il a même écrit « Je peux chancelière » et il a tout fait dans ses apparitions pour paraître comme la réincarnation d'Angela Merkel, aussi calme, aussi posée, aucun sourire déplacé, sourire déplacé même. Donc, il a été aperçu, et notamment, on le sait aujourd'hui, Pascal Perrineau, qui est spécialiste des mouvements électoraux, il a été très apprécié dans ce rôle par l'électorat âgé qui passait directement de Merkel à Olaf Scholz. Et donc, cette envie de changement que vous avez constaté, j'adore toujours quand on trouve une Allemagne très progressiste, mais je vais un peu, malheureusement, le décevoir. En tous les cas, ce n'est pas ma lecture, parce qu'il ne faut pas oublier que Annalena Baerbock, qui était la candidate des Verts, il y avait un titre du Spiegel, elle était quasiment la messie de l'Allemagne, elle était la prochaine chancelière. Et ces pourcentages se sont complètement effilochés et finalement, elle a même dû se souvenir d'un deal qu'elle avait avec Obertabek, que si elle était en deçà des 15%, qu'elle n'allait pas réclamer le boulot de vice-chancelier. Un accord secret qui n'a pas été démenti jusqu'à maintenant. Donc, je vous révèle que très probablement, elle ne sera pas vice-chancelière. Beaucoup de femmes trouvent ça bien dommage qu'elle a conclu cet accord. Et mon troisième point, c'est sur cette coalition. Et après, je laisserai bien sûr à nos excellents collègues la parole. C'est sur la coalition. On a eu au soir même de l'élection une possibilité de former une autre coalition. Sauf que la dynamique, elle était clairement du côté de ce qu'on appelle cette coalition en feu tricolore. En plus, on avait affaire, je n'ai pas encore prononcé le nom d'Armin Laschet, on avait affaire à un candidat de la CDU qui était dès le départ affaibli. Tout d'abord, n'oubliez pas qu'Angela Merkel avait dû renoncer à la présidence du parti. On oublie très souvent, quand on parle d'érosion de la CDU, c'était un premier signal très alarmant sur l'état de non-cohésion du parti. Et deuxièmement, Annegret Kramp-Karrenbauer, la dauphine désignée, et on parle ici dans la maison de Bassard, n'a pas pu asseoir son pouvoir sur le parti et a renoncé, jeté l'éponge.
et il n'a pas pu être son siège. Donc, ça montre que dès le départ, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et après, on a eu aussi un candidat qui n'a pas rempli les espoirs, si on veut le dire diplomatiquement, qui a commis beaucoup d'erreurs. D'ailleurs, il l'a dit, il a donné un entretien dans mon cher journal aujourd'hui. Il dit très clairement, il n'a pas été suffisamment présent sur le social, il n'a pas osé parler d'Europe, il a effectivement commis des erreurs, comme s'en trouver pendant les inondations. En tous les cas, il n'a pas du tout maîtrisé la campagne électorale. Il y avait aussi le ministre-président du parti sœur qui n'a pas forcément agi pour le faire gagner. Et donc, je crois qu'il n'y a pas eu une véritable vague progressiste, mais une volonté en quelque sorte de faire perdurer un petit peu le règne d'Angela Merkel, mais pas trop non plus, un peu de changement. On a une jolie expression en allemand, c'était Wandel durch Handel, et cette fois-ci, c'était Wandel durch Fortsetzung, en quelque sorte, parce que Olaf Scholz était l'héritier. Et je passe la parole, je ne sais pas qui est maintenant. Alors, Tom, c'était donc, faut tout changer pour que rien ne change. Hein? Écoutez, d'abord, je tiens à remercier à tous les parties prenants qui ont organisé cette soirée. Je suis très content qu'un tel échange ait lieu parce qu'il faut, à mon avis, effectivement faire parler nos différentes sociétés l'une à l'autre. Ça crée en quelque sorte une sorte de public européen qui n'existe pas forcément, même pas entre la France et l'Allemagne, entre deux pays qui sont tellement proches. Je soutiens beaucoup les observations de Michaela en ce qui concerne ce cycle électoral. Il me semble même que l'Allemagne soit un peu écartelée entre l'envie de stabilité qui peut durer pendant très longtemps, qui est même un peu laide, et après une période de renouveau où on attend quand même des choses de nos hommes et de nos femmes politiques. Je pense que la campagne électorale a beaucoup profité de certains thèmes qui étaient dans l'air du temps, des thèmes qui étaient chers aux Allemands pour des raisons différentes. D'abord, il y avait une très grande envie, je crois, de sortir de cette crise de la Covid, d'en sortir non seulement au niveau de la politique de la santé, mais surtout en ce qui concerne la politique économique, c'est-à-dire trouver des chemins vers une nouvelle croissance et d'en sortir aussi de façon sociale, c'est-à-dire donner des réponses de l'État-providence à cette situation très particulière après la crise. Et ensuite, il y a bien sûr ce thème de l'environnement qui, depuis très longtemps, depuis presque toujours, est très cher aux Allemands. Et j'aimerais attirer peut-être votre attention à un sondage du printemps, au mois de mai. Le Parti des Verts dévançait pour la première fois la CDU. Et il semblait à l'époque qu'une chancelière, Annalena Baerbock, était plus ou moins possible. Et je pense que ça a beaucoup influencé cette campagne et ça souligne en quelque sorte cette envie de changement, cette envie d'être progressiste. Donc, il y a une petite pulsion progressiste, en tout cas, sur cet enjeu de l'environnement. En tout cas, par rapport à ce qui se passe de ce côté-ci du Rhin, c'est pas une petite différence, c'est une grosse. Alors, Pascal, est-ce que vous participez de ce consensus autour, si vous voulez, d'un changement, mais d'un changement à la marge, avec une société allemande, au fond, qui privilégie la stabilité
et qui va d'un cycle long à un autre cycle long. Est-ce que Scholz en a pour 15-16 ans? Dans son âge, ça peut lever. Effectivement, c'est la remarque est tout à fait judicieuse. Je pense que les critères de continuité, de stabilité, c'est des choses qui sont essentielles dans la culture allemande et également dans l'électorat. Et c'est effectivement le rôle de passe-passe, entre guillemets, qu'a réussi la Scholz, c'est-à-dire d'avoir à la fois été associé au pouvoir durant les 8 dernières années, et total sur 12 des 16 années durant lesquelles Angela Merkel a été au pouvoir, et un certain nombre de réformes importantes, notamment de réformes sociales, commencé par la distribution du SMIC, qui ont été initiées et qui sont dues au SPD, et en même temps de ce. Et donc, on a eu l'exemple du losange, geste typiquement merkelien, il a en même temps réussi aussi à se profiler, en quelque sorte à être l'héritier d'Angela Merkel indirectement, le fils adultérin, comme j'ai dit dans une autre discussion, par rapport à un candidat naturel de la CDU qui a eu les difficultés qu'on a entendues et qui a donc engrangé un score historiquement bas pour son parti. C'est une élection à bien des égards quand même qui marque une césure. C'est la première fois en l'occurrence, une dirigeante de l'Allemagne, qui après une longue période, se retire sans être battue de sa propre volonté. On n'a encore pas eu ça. C'est effectivement le retour. On a aussi une personnalisation très importante, plus importante que dans le passé. Je pense que ça s'explique aussi par le fait que les 3 candidats à la chancellerie étaient des centristes, centre-gauche, centre-droit, et que les programmes sont moins importants et moins différents que dans le passé, qui ont sorti d'une grande coalition. Et ça s'est vu de façon extrêmement importante. On a aussi, face à j'ai évoqué la continuité qui reste un des critères essentiels dans les politiques allemandes, mais il y a aussi, puisqu'on a fait beaucoup de sondages, la volonté des Allemands d'un changement. Donc à la fois, c'est aussi la carte qu'a pu jouer le SPD, et dans le document que vous lisez vendredi dernier, on parle, je crois, de coalition progressiste. En termes de résultats, on voit que ces 3 partis ont été fait ensemble par rapport à 2017 de 12%, et qu'ils veulent constituer leur but, on verra, vous évoquez la longévité possible de Scholz, leur but potentiellement serait de marquer de leur empreinte la décennie qui commence en modernisant l'Allemagne, en ce qui concerne l'économie, les infrastructures, la numérisation très en retard. Évidemment, sur le plan environnemental, c'est le rôle vert, tout en gardant un certain nombre de critères essentiels de la culture économique allemande concerne la rigueur économique, c'est évidemment ce que défend le Parti libéral. Je pense qu'il y a une évolution quand même idéologique quand même qui montre qu'on a vu avec le virage à gauche du SPD, on a quand même un retour en force du rôle de l'État social, le développement d'une politique industrielle, qui m'a passé un gros mot en Allemagne. Et ça, c'est assez marrant. On voit que le SPD a fait un virage sur les gauches, il s'est achevé les droits du parti. On verra ce que ça donnera autour du dos ensuite. Et aussi, les Verts partagent la politique économique et sociale, une large partie du SPD, mais on voit aussi évoquer l'agent sur la 3e partie, on pense à Paris potentiellement de la coalition Avenir et du risque entre guillemets Elina. Je pense aussi qu'on a un parti libéral qui n'est plus non plus tout à fait celui qui était en 2017 où Macron aurait dit si vous venez à au pouvoir, je suis foutu. Je pense que c'est moins le cas en ce qui concerne l'orthodoxie budgétaire et aussi au niveau européen. Donc là, il y a aussi des évolutions intéressantes, je trouve, en ce qui concerne l'évolution du pays et le positionnement idéologique, programmatique des partis en présence. Dernier point, vous avez évoqué les forces extrêmes. C'est vrai qu'on a grosso modo une quinzaine de pourcents. Évidemment, ça peut paraître beaucoup, mais c'est évidemment très loin de ce qu'on connaît en France.
Et c'est vrai qu'on a une campagne électorale paisible, dans laquelle on n'a quasiment pas parlé de migration, d'identité, on n'a pas eu de Linux qui faisait parler d'eux sur les chaînes sensibilisées, sur les Facebook. Ça n'existe pas en Allemagne. Donc on a vraiment on verra à quoi ressemblera, mais on peut déjà avoir une petite idée de la campagne française. On a vraiment une campagne actuellement. Alors venons-en justement après ce diagnostic électoral à cette coalition qui a de grandes chances maintenant de déboucher rapidement. Cependant, comme toute coalition, il y a des fragilités. Il y a des fragilités internes, parce que c'est vrai que les cultures de ces trois partis sont des cultures tout de même assez différentes. Hein. Le SPD, les AR, des traditions de contact, de vie en commun. Le FDP, même avec des changements de son leader, le FDP est même porteur d'une autre culture. Et est-ce que, à votre avis, ça peut être à moyen terme un élément fort de fragilité, même si dans le texte de 12 pages qui a été publié, on s'aperçoit, ou du moins, moi, c'est l'impression que j'ai eue en le lisant, on a l'impression que le partenaire qui a fait le plus d'efforts, ce sont les libéraux. Hein, la tonalité libérale est tout de même, on a l'impression qu'ils s'écrasent un peu. Hein, mais ça ne veut pas dire que, voilà, ils ne sont pas là, hein, bien présents. C'est aussi le partenaire qui pèse le moins. Hein. Est-ce que c'est un sentiment, est-ce que je me trompe ou non? Et puis des fragilités qui peuvent venir. Le SPD, le chancelier Scholz, si c'est lui, enfin, il n'y a pas beaucoup de surprises, vient, déjà il a eu la droite du parti. Le SPD en tant que tel a connu des évolutions qui ont plutôt une évolution de gauche, hein, de l'appareil. Est-ce qu'il n'y a pas là des tensions qui, à terme, peuvent naître au sein du partenaire qui sera même le partenaire central de la coalition? Au fond, quels sont les risques à terme? Cette fois-ci, je ne prendrai pas le contre-pied de vos très pertinentes analyses, mais je dirais que pour l'instant, je vois plutôt une volonté d'y arriver plus que des fragilités. Je vois tout d'abord un changement de génération et un changement d'attitude pour le plus âgé des négociateurs, enfin pour la Scholz. Un ministre que je ne citerai pas parce que c'était un lance a dit le temps des chanceliers qui boivent du gros rouge et qui fument des cigares et qui disent ce qu'il faut faire et tout le monde se couche est revenu. Et effectivement, Olaf Scholz, il n'est pas du tout dans cette attitude-là. Il a d'ailleurs très finement laissé jouer tout d'abord la FDP et les Verts pour faire une sorte de photo-shooting comme l'aiment les plus jeunes sur Instagram. On avait l'impression que c'était une boys band avec une fille qui s'est réformée. Mais l'image apportée, c'est-à-dire, je crois que c'est ça la perception aussi d'un changement. C'est qu'enfin, on n'a pas tous ces gens qui sont habillés tous pareils et qui paraissent passer leur nuit. C'était un peu les images qu'on avait des dernières négociations des coalitions qui avaient échoué. Et donc, je dirais, il y a une vraie volonté d'y arriver. Et ça s'est montré effectivement dans la rapidité avec laquelle ils ont terminé ces pré-négociations et avec le calendrier très ambitieux actuellement. Alors, effectivement, vous avez raison de pointer les fragilités. Moi, je dirais que Olaf Scholz, c'est une ruse de l'histoire. Il n'a pas eu la présidence de son parti. Parce que, justement, on avait tous tendance à dire il n'a même pas gagné. Honnêtement, l'éminent ministre des Finances, licencié, n'a même pas gagné les élections à la tête de son parti. Et ce sont deux quasi inconnus à l'époque de la gauche qui avaient gagné. Et en réalité,
c'est ça qui lui a permis d'avoir cette image rassurante. Il n'était pas obligé de s'occuper de son parti un peu turbulent, et il a réussi. Parce que ça, c'est toujours l'appétit du pouvoir, le fait de se dire, on a probablement une chance, son parti est resté derrière lui, et en fait, le partage de rôle était parfait. Alors, est-ce que ça va durer? Là, on est dans la belle phase. Il y a la magie du premier moment où on va augmenter le salaire minimum à 12 euros. À 12 euros, donc on aura bien sûr une aile gauche qui sera satisfaite. Mais il faut voir comment ça va se passer quand on n'aura plus les cadeaux en quelque sorte à distribuer. Mais je pense que cette image que tout le monde a bien intérêt à s'entendre, ça ne relève pas seulement de la volonté des trois partis. Et à mon avis, même pas uniquement de leur contenu différent. Je pense qu'il faut revenir un petit peu au résultat électoral, parce que signifie la victoire du SPD? C'est une victoire à pile poil, à 25% et quelques. La fête était juste derrière. Et il y a quelques mois, le SPD était autour de 14, 13, je ne sais plus combien de pourcents, c'est-à-dire la figure de Scholz n'est pas forcément un leader qui gère ce travail d'élaboration d'une coalition, d'une position de force. C'est bien différent pour les Verts et pour les libéraux. Ils peuvent être très, très sûrs d'avoir un dernier mot à contribuer. Et je pense que ça se fait en ce moment sentir. C'est-à-dire, on essaie de mettre de côté ce risque de friction qui est effectivement là. Et on espère de transformer tout ça dans un traité de coalition. Est-ce qu'on a une idée au-delà de la négociation qui va aboutir, des équilibres politiques au sein du gouvernement ensuite, entre les trois forces constituantes? C'est-à-dire le nombre de postes, alors chacun, qui occupera des fonctions tout de même extrêmement visibles, à l'économie, aux finances, aux affaires étrangères, à l'intérieur. Alors, il y a déjà officiellement, devant les micros et les caméras, on déclare que ces questions de personnes seront clarifiées au terme des négociations, mais il est clair que déjà, et dans les coulisses et dans les médias, il y a déjà une grande ébullition. Et il y a on a évoqué Michael a évoqué le poste de vice-chancelier qui, sans doute pour les Verts, échouera à Robert Habeck, le co-président du parti. On verra à quelle position. Il y a actuellement une lutte médiatico-politique autour du ministère des Finances. Le Parti libéral, Christian Lindner, a réclamé ce poste pour lui aussi, pour ancrer le rôle de père la rigueur, entre guillemets, du Parti libéral, qui a obtenu dans les négociations contre les Verts et le SPD, pas d'augmentation d'impôts, pas de réintroduction d'impôts sur la fortune, ou d'augmentation d'impôts sur les successions, des choses qui évidemment agitent un peu sans doute la base, on peut imaginer, notamment certaines bases sociales démocrates. Et donc, décrocher ce ministère essentiel, c'est évidemment le prolongement de ces compromis qui vont arracher aux deux partis de gauche. Il y aura aussi, on peut imaginer que logiquement, leur profil, un grand ministère du climat, l'environnement, dont le profil doit encore être clarifié, c'est-à-dire qu'il y a des compétences qui vont être prises ailleurs, etc., soit façonnées, mises en place, et évidemment, dirigé par Thaler Univers. Et on a un petit peu, et sans doute, puisqu'il y a quand même un gros volet social, il fallait évoquer le cycle horaire, c'est évident que le ministère
C'est évident que le ministère des Affaires sociales sera sans doute dirigé par la social-démocrate. Et puis, on a un peu l'impression que pour les affaires étrangères, les gens ne se précipitent pas pour l'occuper. Et il est vrai que, par exemple, le FDP, qui a gouverné durant 4 ans, de 2009 à 2013 avec Angela Merkel, estime a posteriori avoir commis une erreur en obtenant à l'époque le ministère des Affaires étrangères et aujourd'hui estimant que, en ayant les finances, eh bien, on a les cordons de la bourse en main. Et dans une période où ça va être l'objet de négociations qui commencent aujourd'hui, il y a encore beaucoup de points d'interrogation sur le financement de beaucoup de réformes. Ce ministère est évidemment essentiel pour serrer les boulons. Et les affaires étrangères échoueront-elles, entre guillemets, au vert ou petit partenaire, ou bien à l'arrivée, si l'un ni l'autre finalement ne s'empresse, restera-t-il comme aujourd'hui entre les mains du SPD? Je crois que là, les choses sont un peu. Et dans ce texte, d'une dizaine de pages, les textes sont souvent plus intéressants parce qu'ils ne disent pas que parce qu'ils disent. Donc, vous avez montré tout ce qui est dit, en effet, la fibre sociale, les concessions qu'on fait d'un tel ou tel partenaire. Mais au fond, de quoi ne parle-t-on pas dans ce texte des bouche-pages? Vous êtes très malin. Alors, j'ai essayé, comme vous allez à un grand oral, de préparer un petit peu et j'ai pas tout relu. Et j'ai regardé l'actuel traité de coalition qui fait 174 pages. Et d'ailleurs, le chapitre 1 vaut le coup de le relire parce que ça ne traite que de l'Europe. Ein neuer Aufbruch für Europa. Une relance pour l'Europe. Bon, je crois si en mesure ce qui a été fait, tout n'a pas été fait. En tous les cas, donc, là, nous parlons de ce préaccord et effectivement, il y a très peu et très vaguement uniquement les affaires européennes et du monde. Il y a bien sûr l'idée d'une politique européenne active. Alors, on peut comprendre que ça veut dire probablement qu'on trouve qu'elle ne l'était pas assez dans le passé, mais il n'y a aucun, en tous les cas, moi j'en ai compris, aucune mesure concrète. Qu'est-ce que ça veut dire pour les grandes questions? Alors, on est dans les déclarations d'intention, mais il n'y a aucune. Par exemple, on a un véritable problème aujourd'hui avec la Pologne et l'Hongrie. Comment on fait? Rien. Juste, bien sûr, une déclaration de principe qu'on veut s'assurer que l'Union européenne reste cette grande communauté de valeurs et de droits qu'elle est. Sur le débat sur la stratégie, sur l'autonomie stratégique de l'Europe, rien de précis non plus. Ce qui est vraiment plutôt prometteur, c'est qu'ils envisagent de formuler une stratégie, une stratégie de sécurité nationale. Alors ça peut, vous, autres Français, vous paraître un peu bizarre, mais nous, on n'a même pas le nucléon au Conseil de défense, on n'a rien aujourd'hui. Et donc, déjà d'élaborer quelque chose qui est connu par tous les ministères, c'est une avancée majeure. Et donc, je dirais, ce qui manque, en tous les cas pour moi, c'est vraiment tout le volet, l'Allemagne dans le monde et dans l'Europe. Et ça correspond assez bien à ce que Pascal a relevé de la campagne électorale, où effectivement, on a parlé beaucoup de justice sociale, sortir de la pandémie, modernisation, digitalisation, tout ça, mais très peu du monde. Alors, ça nous permet de rentrer un peu dans le troisième temps, justement, les grands enjeux franco-allemands. Est-ce que cette impensée ou ce non-dit sur les affaires européennes, qu'est-ce que ça laisse présager pour l'évolution de la relation franco-allemande? Est-ce qu'on peut dessiner déjà des champs, des domaines dans lesquels on pourra aller de l'avant? Est-ce qu'il y aura en revanche
et sur quels dossiers, des dossiers qui vont devenir peut-être encore plus difficiles qu'ils ne l'étaient dans la période antérieure. Écoutez, je pense que les trois parties ont bien conscience de tous ces problèmes parce qu'ils ont bien caché cette pomme de terre chaude, si j'ose dire, à la fin de ce papier que nous connaissons. Donc, si Ngaïla dit la dernière fois, le mot Europe apparaissait tout au début du traité de coalition, c'est maintenant quelque part vers la chiffre 9 et 10. Et ça montre bien que là vont venir les vrais problèmes, c'est-à-dire déjà toutes les questions autour du financement, c'est-à-dire comment finance tout d'abord les projets à l'intérieur de l'Allemagne, tous ces programmes d'investissement, tous ces programmes de modernisation, le climat, etc., mais aussi une quelconque stratégie européenne commune, quand on exclut en même temps tout le développement d'un budget européen commun, tout ce qui semble exclu, notamment par les libéraux, par les FDP. Donc, je pense que c'est là, effectivement, le point où ça peut casser. Alors, si on travaille un peu, on parlera après de ce qui pourrait aller mieux, mais ce qui pourrait gripper, indépendamment de ce que vient d'évoquer Tom, est-ce que vous voyez d'autres dossiers sur lesquels la relation franco-allemande pourrait patiner, pourrait connaître une accentuation de difficultés, je pense en particulier sur le terrain, par exemple, de la souveraineté industrielle. Est-ce qu'il y a de prochains raisons d'affrontement, éventuellement, franco-allemand? Alors, sur les dossiers industriels, disons, on va peut-être distinguer les dossiers industriels civils des dossiers militaires. Sur les seconds, et notamment lorsqu'il ne s'agit pas uniquement d'abord de se mettre d'accord sur le futur projet, c'est déjà assez compliqué, comme on l'a vu ces derniers mois avec la première tranche de financement du SCAP votée en toute dernière instance et quasiment le dernier jour de la session parlementaire, de chaque avant les élections. Donc, on s'est dépêchons de voter les crédits avant que Merkel ne fasse ses valises. C'est déjà compliqué. Après, il y a effectivement les problèmes, à la fois les problèmes de questions d'exportation d'armements produits en commun avec l'arrivée des Verts au gouvernement et l'importance la présence plus importante au sein du SPD et a fortiori de nouveaux groupes parlementaires. Il y a un cas de jeunes députés des socialistes qui ne sont pas foncièrement enthousiastes dans l'exportation d'armes. Il pourrait y avoir peut-être des frictions dans ces dossiers, dans les relations franco-allemandes et dans les dossiers industriels. Après, il y a au-delà, pour ce qui concerne au-delà des armements et des aspects économiques d'exportation, il faudra voir aussi quelles vont être les conséquences pour d'éventuelles nouvelles crises internationales. On va très vite. Mais après le traumatisme afghan, on sait déjà que les interventions militaires, la participation aux interventions militaires de l'Allemagne n'ont jamais été populaires. On a toujours essayé de ne pas non plus trop les mettre en avant et en parler des stages. On a vraiment le débat le plus important sur l'Afghanistan, quasiment maintenant de l'opération et peut-être une commission d'enquête parlementaire qui s'est mise en place. Après, on verra cette coalition. Bref, donc on peut se demander est-ce que si le scepticisme déjà existe en Allemagne ne va pas devenir plus important, alors que et la France et d'autres partenaires estiment déjà depuis plusieurs années, depuis pas mal de temps, que l'Allemagne peut faire plus, que devrait s'investir plus avant sur la scène internationale. Donc là, on verra si, ce qu'on a pu voir ces dernières années,
suscite des frictions, des problèmes, mais c'est peut-être la réelle politique à l'arrivée l'emporte. On a évoqué la présence à l'avenir du ministère des Affaires étrangères, c'est uniquement décisif, parce qu'il y a beaucoup de choses décidées évidemment à l'agence académique, mais aussi au bout de stade, une différence sur ces derniers dossiers par rapport à la France, où le Parlement a encore un rôle. Bien. Et la question de l'énergie, donc tout ça, c'est le cas des Français, par la conversion excessive, l'ardeur mise par notre président à trouver toutes les vertus nucléaires et le développement nucléaire, va compliquer, même risque de compliquer assez sévèrement la relation franco-allemande. Oui, je pense totalement. Et d'ailleurs, là, je dirais le changement il est plutôt du côté français. D'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'on avait beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'avoir prononcé dans son discours de la Sorbonne juste au début des négociations de la coalition. Et je trouve quand même, mais je peux me tromper, que ce long discours sur l'agenda 2030 avait des petits airs de vouloir quand même être entendu outre-Rhin et qu'ils mettent en avant tellement le nucléaire comme technologie de l'avenir. C'était très clairement un tournant aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, avec Nicolas Hulot, on a eu des annonces qu'on voulait arrêter à moyen terme 18 réacteurs. On n'en parle plus du tout. On a reporté à 2035 les prochains probables ou pas arrêts. Et on aura... En fait, moi, je vois un parallèle avec le gouvernement Jospin. À l'époque, il a arrêté le supersonique. C'était son cadeau pour les Verts. Et Emmanuel Macron, il a arrêté Fessenheim, et maintenant, il considère qu'il en a assez fait, et finalement, il va miser à nouveau sur le nucléaire. Et je pense que la véritable lutte aura lieu au plan européen. On a vu que la France a déjà rassemblé 13 partenaires, et la véritable question, ça va être, est-ce que dans cette taxonomie, dans cette qualification des énergies propres, on va inclure le nucléaire ou pas? La France, bien sûr, le souhaite. Et la question, c'est est-ce que pour les Verts, au gouvernement, c'est acceptable parce qu'il ne s'agit pas seulement de pacifier, mais aussi d'argent après. Et donc là, je vois effectivement un retour à une période de froid, comme on l'a connu quand Angela Merkel, la physicienne, sur un coup de tête, a décidé que Fukushima était à nos portes et de sortir du nucléaire. Et je pense que le même genre de blocage va s'annoncer un autre sujet très cher au chef de l'État, à savoir la défense européenne. Je ne crois pas que l'Allemagne, après cette négociation de gouvernement, soit prête à un vrai grand programme qui va tout bouleverser en ce qui concerne la coopération transatlantique avec les États-Unis. La prise de position face à la Chine. Donc, je pense que là, c'est aussi un sujet où il faut plutôt avancer petit à petit et selon les signes que je vois par rapport à la présidence française de l'Union européenne. Ici, on s'attend plutôt à faire des grands pas en avant. Et je pense que ça va créer aussi des choses. Alors, pour les 5 dernières minutes, comme on dit à la télévision, jadis, les 5 dernières minutes de notre débat, passer la parole à la salle. Ici, on tente, en revanche, de réfléchir aux sujets qui pourraient être des sujets porteurs pour dynamiser la relation franco-allemande, indépendamment, j'allais dire, du classique relatif à la société civile, ce serait mis en cause, les programmes universitaires, de coopération, etc.
quels sont les secteurs sur lesquels vous verriez, au fond, de manière assez facile, les choses progressent? Vous dites sur la défense, ça sera compliqué, ça pourrait être une stratégie de tout petit pas. Hein. Mais par exemple, est-ce que sur d'autres dossiers comme les transports ferroviaires ou bien, au fond, la défense franco-allemande d'une nouvelle conception d'État-providence, vous voyez, hein, un nouvel État-providence à la franco-allemande. Hein. Est-ce que vous voyez des capacités de développement en ce sens à brève échéance, très moyenne échéance? Je pense que pour les transports, ça sera assez facile parce que, en fait, on a déjà pas mal de projets dans le terroir, si j'ose dire, qui datent encore de l'époque avant la crise financière, qui a été élaboré et quasiment voté, c'est-à-dire les lignes ferroviaires transeuropéennes pour faire en sorte qu'il y a moins d'obligations d'utiliser des avions. Et je pense que ça, sous la réserve de la question des finances, c'est un projet auquel on peut très vite s'accorder. Et de votre point de vue, et en particulier sur cette idée parce que on voit bien comment, depuis des années, dans toutes les démocraties, il y a une crise profonde de l'État-providence, d'États-providence qui sont devenus obèses et de plus en plus impuissants. C'est certainement une des difficultés des relations de l'opinion publique à l'État et au pouvoir politique. Est-ce qu'il y a enfin un État-providence redéfini, amaigri et recentré, on pourrait à la franco-allemande, quelque chose d'envisageable? De toute façon, on peut dire, comme je l'ai évoqué, il y a effectivement du fait qu'il y a eu à gauche du SPD, la volonté aussi de réformer, voire de remettre en cause des réformes sociales héritées de Gerhard Schröder. Il y a aussi eu le fait qu'on a eu vraiment une intervention, comme dans beaucoup d'autres pays, bien entendu, étatique massive à cause de la pandémie. Il y a actuellement plutôt d'investissements qui sont nécessaires et voulus, même si on insiste aussi sur l'investissement financé par le privé pour la décennie à venir. Bref, on a quand même, me semble-t-il, une insistance sur l'État-providence, en tout cas l'intervention de l'État, et la politique industrielle plus importante que dans le passé dans la réflexion politique allemande. Et là, il y a, disons, un alignement des planètes, me semble-t-il, plus que par le passé, avec la tradition française. Sur ces questions, évidemment, les réformes, les initiatives européennes restent limitées dans la mesure où la politique sociale reste d'abord une compétence des pays nationaux. On a même vu, même en termes bilatéral entre la France et l'Allemagne, comment il n'a été pas toujours évident de réguler des dossiers dans les zones frontalières, retraite, récemment le chômage partiel, etc. Et donc on en doit se demander si ça peut fonctionner au niveau européen. Reste après l'hypothèse, et là on a déjà évoqué tout au début, une pérennisation du financement propre de l'Union européenne, voire une sécurisation des dettes sur la durée, que le SPD, c'est moins clair que les Verts en tout cas soutiennent clairement. Et quid donc du Parti libéral qui traditionnellement est réticent. Voilà. Là, il y a des perspectives, des options, mais ça reste, à mon avis, un défi extrêmement difficile. On va voir déjà au terme de la discussion qui s'ouvre aujourd'hui à quelle solution on arrive. Je pense qu'il y a une fantaisie qui va être sollicitée pour trouver le financement peut-être pas en cause, soit pour l'Allemagne
la règle d'or, soit au niveau européen, le critère de Maastricht, qu'on aimerait bien ici rendre plus flexible, le Parti libéral aussi, question sur lesquelles le Parti libéral a évidemment une position plus restrictive. Très bien. Alors, nous allons passer la parole. Est-ce qu'il y a des questions déjà qui centralisent les questions? C'est Arnaud. C'est Arnaud qui a dit que... Voilà. Alors, Arnaud, est-ce que... J'ai déjà une question. Je dis, vous la question. Bonsoir, Michael Weber a évoqué l'idée d'Europe des valeurs à propos de la manière de réagir vis-à-vis des provocations, notamment polonaises. Est-ce que le changement de gouvernement en Allemagne pourrait-il modifier la manière de gérer le souverainisme des pays du groupe de Visegrad? Faut-il plus fermement affirmer cette Europe des valeurs ou bien serait-ce contre-productif? Ça rejoint plusieurs thématiques qui ont été évoquées en amont de la préparation de notre travail, mais qui revient, ce sont les sujets de souverainisme, de défense, de sécurité, de cette Europe de l'Est aussi qui l'appelle, mais également des problèmes migratoires. Alors, oui, je pense que c'est une question très, très importante. Effectivement, et on le voit, à l'heure où nous parlons à Bruxelles, ils sont en train de parler de ce sujet. Hein, et on voit qu'Angela Merkel, à nouveau, elle essaye plutôt de dire il faut parler, il ne faut pas des sanctions. Et donc, je pense que notamment les Verts ont une position beaucoup plus ferme sur les valeurs et sur le respect de cette communauté de droit. Ayant dit cela, ça ne donne pas encore une méthode. Et c'est pour ça que je disais, je restais un peu sur ma soif concernant ce papier, parce que je ne vois pas encore est-ce qu'on veut pousser la Pologne hors l'Union européenne? Est-ce qu'on veut refonder je veux dire, c'est ça le problème. Alors qu'effectivement, il ne devrait pas y avoir un débat sur cette communauté de valeurs. Je pense que c'est parce qu'on a parlé des points sur lesquels on peut trouver des terrains d'entente. Je pense que c'est un des points avec lequel un terrain d'entente peut se trouver assez facilement avec le gouvernement Macron, même si Emmanuel Macron a pu être fasciné par Viktor Orban, mais je crois que c'était le passage. Le passage et le passé. Des réflexions là-dessus, Tom ou Pascal? Non. On prend une autre question. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question sur la prospective que vous avez commencé à faire. Il y a deux sujets, je crois, qui sont importants. La négociation de la PAC qui a lieu actuellement, qui est une politique extrêmement importante pour la France. Quel est le positionnement justement de cette nouvelle coalition de tricolore sur l'élection agricole? La deuxième question, c'est plutôt sur une nouvelle compétence finalement qui s'est imposée un peu à l'Europe avec la crise, c'est celle sur la santé. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous voyez la position de l'Allemagne aussi sur la possibilité d'une Europe de la santé? Alors, qui prend la santé et qui prend l'agriculture? Pascal. Sur la santé, je vous lance dans la santé. C'est bien qu'il y ait Je ne suis pas forcément un expert. Pour l'instant, il y a, en ce qui concerne l'Europe et la santé, je n'ai rien vu dans ma mémoire en ce qui concerne ce dossier. Ce n'est évidemment pas l'objet d'un document qui conclut des discussions exploratoires. On verra si dans les peut-être 180 pages, si c'est autant en 2017, la coalition, il y a un passage là-dessus. Mais je pense que c'est aussi le modèle de la souveraineté auquel on pourrait s'accorder. Voilà, je pense qu'il y a aussi eu en Allemagne, en France, dans d'autres pays, on s'est rendu compte qu'on était un peu démunis lorsque la pandémie est venue et qu'il faut face à ça répondre. Et là, je ne crois pas qu'il y ait une rupture par rapport à ce que souhaitait le gouvernement sortant ou par rapport à ce que souhaite le gouvernement européen. Me semble-t-il, à commencer par la France, c'est-à-dire prendre un certain nombre de mesures, effectivement, au niveau européen, dépasser les petits stocks et les petites mesures que chacun peut prendre, mais effectivement, avoir une stratégie européenne pour notamment avoir des stocks en matière de masques, de médicaments, etc. Et on rejoint aussi la politique industrielle, savoir aussi pour avoir
moyens à l'avenir de développer des vaccins, de produire, etc. Donc voilà. Voilà, il y a des groupes spécialisés qui se mettent en place à partir de l'automobile, aussi sur la santé, mais voilà, je pense qu'on va dans cette direction-là, et je pense que si, par rapport à ce que souhaite aussi un pays comme la France, je pense que là, on ne voit pas des distants suisses et des problèmes pour la politique agricole. Oui, c'est peut-être très différent parce que la politique d'agriculture, ça touche aussi pas mal de questions de climat et aussi des thèmes de subvention très très chers au vert et aussi un petit peu au SPD, c'est-à-dire ça pourrait être le domaine dans lequel on est tenté de chercher de l'argent, c'est-à-dire moins de subventions pour telle ou telle technique de production, moins de subventions, par exemple, pour le diesel, très, très important en Allemagne. Donc, je pense que là, il y aura peut-être des problèmes. Les agriculteurs sont traditionnellement plutôt proches des chrétiens démocrates, donc ce n'est pas forcément un électorat très stratégique pour la coalition qui est en train de se mettre en place. Monsieur. Ouais. C'est que je vais faire un complément sur la santé. Sur la santé, c'est évidemment, en fait, dans les systèmes de santé sont nationaux, c'est évident. Il y a beaucoup qui a été mis en place déjà lié à la pandémie, l'institution européenne qui commence à s'installer. Je pense qu'il y a une convergence entre l'Allemagne et la France, notamment dans nos pays, dans tout ce qui est de l'agenda de la digitalisation. C'est-à-dire que tout ce qui est la transformation digitale en Allemagne, c'est un gros sujet aussi de l'infrastructure, va s'appliquer et va beaucoup être réfléchi vers la santé. Si c'est le cas, il y a la convergence avec la France. Macron, on a quand même un sujet qui va être probablement des sujets porteurs aussi lors de sa présidence, lors de la présidence de la France à partir de janvier. Donc là, il y a des sujets, je pense, mais après, c'est des négociations peut-être qui vont faire en Allemagne, qui vont donner des priorités, mais c'est assez naturel qu'ils vont se retrouver là-dessus. C'est dans les intérêts de tout le monde. Et ma question, par contre, elle est juste sur l'équilibre répondre probablement. Merkel était la doyenne. Macron, le jeune qui arrive avec beaucoup de propositions. Merkel avait en fait ce côté en rémunération qui pouvait énerver certains, bien sûr, mais en fait, ça a donné une certaine assise à l'Allemagne en Europe sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire, on maîtrise. Qu'est-ce que ça change avec ce gouvernement? Est-ce qu'elle aura la même assise dans les dossiers européens? Jusqu'à quel point est-ce que ce gouvernement allemand va pouvoir maîtriser de la même manière? Parce que Merkel, je le répète, c'est la doyenne, ça impose. Alors, est-ce qu'il y aura un doyen? Oui, alors vous avez totalement raison que Angela Merkel, par la force de son expérience aussi, c'est pas seulement sa façon d'être et le poids économique de l'Allemagne, mais c'est aussi le fait qu'elle connaît tous les débats avant, qui fait qu'elle était, d'ailleurs c'est Jean-Claude Juncker qui l'a rappelé aujourd'hui, qu'elle était vraiment au point où il fallait être pour faire le lien entre ouest, est, sud et nord. Qu'est-ce que ça va changer? Je pense quand même que Olaf Scholz, c'est quelqu'un d'expérimenté aussi, et il a toujours le poids de l'Allemagne derrière lui. Donc, je ne m'attends pas, comme j'ai pu le dire, à d'un coup une Europe ébahie par le jeune Macron en disant c'est notre leader naturel. Je crois on restera quand même dans une configuration où beaucoup de pays, notamment plus petits, regarderont d'abord vers l'Allemagne. Et pendant un dernier mot sur des points d'optimisme, moi je crois que le rapprochement va se faire par justement le fait que l'Allemagne va avoir une charge sociale beaucoup plus importante. Un taux horaire à 12 €, c'est quasiment le niveau français. Et donc, du coup, le problème de compétitivité avec l'Allemagne va quand même se résorber un peu. Il faudrait une question quand même de Nancy.
Est-ce que Nancy m'entend? On a des questions par rapport à la notion d'idéologie. Là, je résume un petit peu les thématiques, c'est-à-dire l'impact de l'évolution de l'économie des partis en présence actuellement et de leur possible dans la collection sur le pacte social allemand et ses incidences que vous évoquez à l'instant. Donc, effectivement, la question qui est posée, c'est en quoi, effectivement, les évolutions idéologiques vont continuer à porter ce pacte social pour un avenir franco-allemand peut-être plus légitim. Il y a des interrogations, peut-être des inquiétudes sur les évolutions idéologiques au sein des partis. L'idéologie comme moyen de réconciliation franco-allemande. Je vous propose un dernier tour, voilà, parce qu'il est 8h15, donc un dernier tour sur des choses peut-être que vous avez envie de dire et qui ne sont pas forcément liées à cette question sur l'idéologie, mais peut-être que Pascal ou Michaela, sur l'idéologie, vous avez envie de... Non, je crois que c'est tout à fait pertinent, cette observation. Moi, je le vois plutôt, et là je rejoins ce que vous avez dit en entrée, à la fin d'un cycle, il y a toujours un besoin de changement, et notamment changer ce qui n'a pas marché. À la fin de l'ère Kohl, c'était au contraire libéraliser et enlever de l'État-providence. Et là, à la fin de l'ère Merkel, on découvre, non seulement avec la pandémie, mais on découvre qu'on a créé des situations où il y a vraiment une injustice sociale. Et donc, ce gouvernement a pour mission de réparer cette injustice sociale. Et effectivement, ce cycle-là qui s'ouvre, il est idéologiquement plus proche de l'état d'esprit français. Sauf, mais je ne vais pas rentrer dans ça, sauf pour la question migratoire. Pascal, un dernier mot, ensuite. Oui. Je pense que la coalition qui se mettra possiblement, on peut même dire probablement en place, elle peut fonctionner sur la durée. Et je pense que ça peut être intéressant pour évidemment le système est tout importable et comparable, mais en tout cas, c'est une grande différence par rapport au système français. Si on a trois partis qui fonctionnent non pas, enfin, qui n'aboutissent pas à un accord comme ça bricolé pour pouvoir avoir une majorité au Parlement, mais qui ont un projet commun de modernisation en se distribuant entre guillemets les cartes. Le SPD, on évoquait à l'instant le problème de pauvreté, s'occupant prioritairement, pas seulement des dossiers sociaux. Les Verts s'occupant, il y a beaucoup à faire de la lutte contre le réchauffement climatique et la transition énergétique. Et le Parti libéral, des comptes, c'est un petit peu simpliste, mais aussi la modernisation technologique du pays. Et puis aussi, je crois qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, il y a aussi tout un volet sociétal dans les 12 pages de la semaine dernière, sur lesquels il y a un accord depuis très longtemps entre les trois partis, donc là il n'y a pas beaucoup de grandes surprises, qui, je pense, va être comparable aux réformes sociétales qui marquaient un pas en avant dans le premier mandat de Bob Schroeder, sur la nouvelle règle du code de la nationalité, sur un système à point pour développer encore plus l'immigration choisie, c'est important dans un pays qui vieillit, sur améliorer aussi les conditions pour des immigrés des demandeurs d'asile qui n'ont pas été acceptés pour malgré tout rester en Allemagne parce que, bon, on ne peut pas les envoyer chez eux, mais on ne peut pas leur laisser la possibilité de travailler. D'autres réformes aussi sociétales, des réformes de la Constitution, certes symbolique, copernien, suppression du terme de race, intégration des droits des enfants. Enfin, voilà, c'est aussi une nouvelle étape pour moderniser la société allemande qui n'est pas inintéressante, effectivement, sur les questions migratoires comme les questions nucléaires. On a un seul l'impression entre les deux pays qu'on est sur deux planètes, quelque chose de différent. Et je pense qu'en somme, pour ce qui est la coopération franco-allemande, sous ce nouveau gouvernement, on peut être tout à fait optimiste. Je pense que l'avenir sera d'abord très limité par les élections en France, parce que Emmanuel Macron, il a d'abord intérêt à être
réélu, il va certainement un petit peu pousser le couple franco-allemand, peut-être avec des nouvelles initiatives, avec des nouvelles idées, mais je crois que c'est justement cette coalition progressiste, si elle se matérialise de cette manière, qui sera plus apte que le gouvernement sous Merkel avant pour trouver des réponses créatrices, des réponses peut-être inhabituelles. Et je pense que le couple franco-allemand et l'Europe va en profiter. Bon, on va rester sur cette vision modérément optimiste, mais optimiste tout de même, de l'avenir de la relation, et en tout cas que l'on espère de tous nos jours. Il me reste vraiment à vous remercier extrêmement vivement tous les trois, ainsi que celles et ceux qui sont dans leur écran, ou qui sont ici, ou qui sont dans leur film aussi. Merci de nous avoir nourri de questions. On n'a pas certainement répondu à tout, mais pourquoi pas répondre a posteriori également. Et je passe pour un dernier mot de conclusion la parole à Denis Salivier, qui est le maître d'œuvre de tout ça. Président, merci beaucoup. Écoutez, je voulais juste dire un petit dernier mot de remerciement, bien sûr, à ceux qui nous accueillent. Un grand remerciement à nos invités, Pascal, Michaela, Pascal et Tom, qui vraiment nous ont donné un débat de grande qualité. On va pouvoir faire un tonnerre d'applaudissements. Vraiment, un grand merci à eux. Je voulais redire des remerciements à Fiducia Légal qui nous a vraiment aidé à préparer cet événement. Merci à Sciences Po, aux alumni. Merci à mon bureau, vraiment, qui s'est beaucoup investi dans le temps qui était imparti. Je voudrais terminer sur une note un peu personnelle, si vous m'autorisez, avec deux personnes que je voudrais remercier ce soir, qui comptent beaucoup pour moi. La première, c'est Brigitte Richard, qui est la directrice du pôle carrière de Sciences Po, qui m'a encouragé très gentiment à me dire, voilà, ce cercle franco-allemand, il doit revivre et c'est toi qui dois le faire. Alors Brigitte, si tu nous écoutes, en tout cas, un immense merci. La deuxième personne, c'est aussi une personne qui me tient beaucoup à cœur, qui s'est échappée des chantiers de jeunesse, qui a rejoint, participé à la libération de la France, et qui a été stationné à Mannheim dans une famille allemande avec laquelle il a tout partagé. Cet homme, c'est mon père, Jean Cerisier, activité 17 soirées. Merci beaucoup. Merci en tout cas à vous, un grand merci pour cette participation et je vous invite maintenant à vous rendre dans la pièce d'à côté où on va continuer de vous attendre. Merci.